Ingolstadt, septembre 2021. Le brigadier général Uwe Becker prend le commandement de l'école des pionniers de la Bundeswehr. Appel solennel, discours et d'honneur, une passation comme les autres. Dans les semaines qui suivent, il parcourt les inventaires. Ce qu'il y trouve, il le dira plus tard publiquement. Mais ce jour de septembre, il ne dit rien encore. Le pionnier Panzer Dax, le char du génie blindé de la Bundeswehr, est en service depuis des décennies. La Bundeswehr en a possédé plus de 200. Ce qu'il en reste ne suffit plus à accomplir les missions que décrit le règlement intérieur. Ce n'est pas un secret. C'est écrit dans des rapports, mentionné lors d'auditions parlementaires. Et pourtant, rien ne change. Celui qui a servi sur le Dax ne l'oublie pas. La machine est lourde, bruyante. En été, la chaleur s'accumule dans le compartiment du conducteur. Le moteur se trouve directement sous son poste de travail. Les hommes qui l'ont connu en connaissaient aussi les limites. Et il savait ce dont il était capable quand on lui en laissait le temps. Ce dont il était capable, c'était ceci. Creuser en quelques minutes une position qui faisait disparaître un char de combat. Pas au sens figuré, disparaître pour ce qui se trouvait en face. Pour les observateurs, pour l'artillerie, pour le premier choc d'une attaque. C'était la mission. C'était la raison pour laquelle il avait été construit. La Bundeswehr de la guerre froide planifiée selon une logique aujourd'hui difficile à saisir. Non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle a disparu si complètement des esprits. Les unités blindées devaient survivre en s'enfouissant dans le sol avant que l'ennemi ne les trouve. Pour cela, il fallait des machines capables de creuser vite. Pour cela, le Dax avait été développé. Ce qui était officiellement décrit comme soutien technique aux forces blindées était en réalité autre chose. Un concept selon lequel la capacité de survie ne se gagnait pas par un blindage plus épais, mais par la disparition à temps du champ de vision ennemi. Un char en position préparée est une cible différente d'un char en terrain découvert. Le Dax transformait l'un en l'autre, rapidement, sous pression, sous le feu. Ce n'était pas un rôle secondaire, c'était le cœur du dispositif. La crise n'a pas commencé par une attaque, elle a commencé par un tableur. Dans le cadre de la réforme de l'armée du début des années 2000, connue en interne sous le nom de Heer der Zukunft, l'armée du futur, l'inventaire de presque tous les systèmes lourds fut passé en revue. La question n'était pas « de quoi avons-nous besoin dans le pire des cas ?» La question était « que pouvons-nous nous permettre si le pire des cas n'existe plus ?» La Russie demandait alors à devenir partenaire de l'OTAN. Les Balkans semblaient stabilisés. Celui qui plaidait à ce moment pour conserver des chars du génie coûteux et spécialisés plaidait contre l'esprit du temps et contre les chiffres sur la table. La décision de réduire drastiquement le parc de Dax n'a pas été prise par un seul officier. Elle était le résultat d'un système qui faisait exactement ce pourquoi il avait été conçu. Optimiser les ressources, fixer les priorités, réduire les coûts. Le système fonctionnait parfaitement. Les hypothèses sur lesquelles il reposait étaient une autre affaire. Ce qu'aucun document de l'époque ne mentionnait, c'était ceci. À mesure que les effectifs diminuaient, la chaîne de production commençait également à s'éroder. Krupp Mack, le fabricant, fut restructuré. Les sous-traitants se dispersèrent. Le savoir-faire nécessaire à la maintenance et au développement se dilua au fil des années et disparut en partie complètement. Officiellement, le Dax restait une plateforme opérationnelle. En réalité, chaque machine mise hors service emportait avec elle un peu de la capacité à la remplacer. Celui qui signait alors la décision de réduction ne signait pas seulement une diminution des effectifs. Sans le savoir, il signait la fin d'une base industrielle. Becker le dira plus tard, dans le langage d'un général en exercice. Le Dax, dit-il, ne répond plus que de manière limitée aux exigences essentielles en matière de protection, de mobilité et de capacité de commandement. Le successeur, le pionnier Panzer III, Kodiak, est commandé. Quand il arrivera en nombre suffisant dans les unités, cela reste ouvert. Traduit, cela signifie « la machine est vieille, la nouvelle ne vient pas ». Et les missions pour lesquelles le Dax avait été construit figurent à nouveau sur la carte. Dans une guerre que personne ne croyait plus possible en 2001. Pourquoi personne ne la croyait possible et qui en portait la responsabilité est une histoire qui commence 20 ans avant la prise de fonction de Becker. Elle ne commence pas à Ingolstadt. Elle commence dans les états-majors d'une armée qui était en train de se réinventer elle-même. Et elle commence avec une conviction que personne ne remettait en question, pas même ceux qui doivent aujourd'hui expliquer ce qu'il en est advenu. Kaboul, 2004. Un officier pionnier allemand se tient au bord d'une route, face à un engin suspect sur le bas-côté.
Son équipement est léger, son unité réduite, la mission claire. Sécuriser le passage, localiser l'engin, dégager la route. Ce qu'il n'a pas avec lui, et ce que personne ne lui manque à cet instant, c'est un char du génie, blindé de 40 tonnes sur chenille, construit pour combattre sur les rives de la Vézeur ou du Rhin. Ici, dans les rues au sud de Kaboul, il aurait été inutile. C'était l'expérience qui allait marquer toute une génération d'officiers pionniers. Non pas l'expérience de l'échec, mais celle de la réussite sans les machines qu'on avait abandonnées. L'Afghanistan, les Balkans, plus tard le Mali et le Soudan du Sud. Partout, les pionniers allemands travaillaient avec un équipement léger et flexible. Partout, la réalité confirmait ce que les planificateurs avaient décidé sur le papier au début des années 2000. Le Dax ne manquait pas. Il ne manquait pas du tout. Et c'était précisément le problème. Un problème qui ne se révélerait que bien plus tard. Uwe Becker appartenait à cette génération. Dans les années de la Grande Réduction, il était officier d'état-major, occupait des postes dans des quartiers généraux, suivait des formations à l'académie de commandement, effectuait des missions à l'étranger. Il n'était pas spectateur de la transformation, il en faisait partie. Ce que cela signifiait pour sa compréhension du Dax, lorsqu'il parcourut les listes d'inventaire en 2021, on peut seulement l'imaginer. Mais le contexte est connu. Celui qui a servi 20 ans dans une armée qui se passait de chars du génie lourd doit réapprendre le contraire. Il ne suffit pas de sortir les anciennes doctrines du placard. Il faut d'abord comprendre pourquoi on les y avait rangées. Le Dax avait été construit pour une guerre qui devait se dérouler en Europe. Une guerre avec des fronts clairs, des formations blindées massives, le besoin de construire des positions rapidement et de les changer tout aussi vite. Cette logique avait complètement imprégné la Bundeswehr des années 80. Chaque bataillon de pionniers savait pourquoi il était entraîné. Chaque chef de compagnie connaissait sa place dans le dispositif d'ensemble. Et le Dax était l'outil qui donnait un contenu à cette place. Avec la fin de la guerre froide, disparut non seulement la menace, disparut aussi la pensée qui avait engendré cette menace. Dans les états-majors des années 90, travaillaient des officiers qui avaient commencé leur carrière dans une Bundeswehr qui se préparait au pire, et qui travaillaient désormais dans une Bundeswehr où le pire avait officiellement été déclaré dépassé. Cela produit une forme particulière d'incertitude institutionnelle. On sait ce qu'on sait faire, on ne sait plus pourquoi on doit savoir le faire. La solution que le système trouva était pragmatique. La Bundeswehr allait se réorienter, loin de la défense territoriale, vers la gestion de crise et les missions de stabilisation. Des unités plus petites, un équipement plus léger, une plus grande mobilité. Cela exigeait d'autres capacités que celles qu'incarnait le Dax. Et ainsi commença un processus qui alla, dans ses conséquences, bien au-delà de ce que quiconque avait alors envisagé. Ce qui se passa alors était techniquement le suivant. Le Dax appartenait à la famille de véhicules du Léopard 1. Pièces détachées, prescriptions de maintenance, documents de formation, tout était aligné sur cette plateforme. Lorsque le Léopard 1 lui-même quitta le service actif, la chaîne logistique du Dax commença également à vieillir. Pas brutalement, pas visiblement, mais de façon constante. Chaque année sans investissement dans l'infrastructure était une année où le savoir sur cette machine devenait un peu plus mince dans les ateliers, chez les fournisseurs, dans les têtes des techniciens. Officiellement, le Dax restait opérationnel. En réalité, il devenait chaque année plus difficile à entretenir. C'est le moment où une décision devient irréversible, non pas quand elle est prise, mais quand le fondement sur lequel un retour en arrière aurait encore été possible s'effondre. Et ce moment arriva sans que personne n'ait signé un document pour le marquer. À Kaboul, en 2004, l'officier pionnier au bord de la route ne pensait pas au Dax. Il pensait à l'engin suspect devant lui, à ses hommes, au prochain pas. Il faisait son travail, il le faisait bien, et l'armée qu'il avait formée en tira la conclusion qu'elle voulait tirer. Voyez, nous n'avons pas besoin du vieux matériel. L'avenir se présente autrement. Ce que l'avenir allait réellement apporter ne figurait à l'époque sur aucun agenda, ni à Berlin, ni à Bruxelles, et pas non plus à Moscou, en tout cas pas sur un agenda que quiconque en Occident était prêt à lire. Moscou, 28 février 2014. Des soldats russes sans insigne occupent les accès à l'aéroport de Simferopol. Dans les états-majors des pays de l'OTAN, une discussion commence dans les semaines qui suivent. Une discussion qui n'avait plus eu lieu depuis 20 ans. La défense collective en Europe pourrait-elle redevenir un scénario réel ? Dans les états-majors allemands, cela signifiait concrètement sortir ce qui existe encore.
vérifier les inventaires, comparer les capacités avec des missions qu'on n'avait plus exercées depuis des années. Ce n'était pas une alerte. C'était plutôt la sensation d'ouvrir une cave qu'on n'avait pas visitée depuis longtemps et de constater que certaines choses qu'on y croyait entreposées n'étaient plus là. Le Dax était là, mais il était devenu moins nombreux, en quantité, en état, en logistique qui le maintenait en vie. Ce qui devint visible en 2014 n'était pas une décision qu'on aurait pu annuler. C'était le résultat de 14 années d'érosion régulière. Aucune étape n'avait été dramatique en elle-même. Dans leur ensemble, elles avaient créé une situation dont il n'existait pas de sortie rapide. Le programme pour le successeur existait. Le pionnier Panzer III, appelé plus tard Kodiak, n'était pas une idée nouvelle. La nécessité d'une machine plus moderne était connue. Les exigences étaient formulées. Mais entre les exigences et des véhicules opérationnels dans les unités, il y a dans l'acquisition d'armement de la Bundeswehr une distance qu'on ne peut pas combler par la seule volonté politique. Développement, essai, homologation, production en série, livraison, chaque étape a sa propre logique temporelle. Et cette logique temporelle, personne ne l'avait interrompue lorsque la carte avait changé en 2014. Baker n'était pas encore à cette époque général der Pioniertruppe. Il occupait dans ces années d'autres postes, des missions à l'étranger, des fonctions d'état-major. Mais la question qui émergea en 2014 était la même à laquelle il ne pouvait plus échapper 7 ans plus tard en tant que commandant de l'école des pionniers. Que fait une armée lorsque la capacité dont elle a besoin n'existe plus dans la mesure qu'exige la mission et que le remplacement est encore à des années de distance? Il existe dans la Bundeswehr une pratique à peine visible de l'extérieur. Lorsque les effectifs sont insuffisants, des priorités sont établies. Les machines disponibles sont concentrées sur certaines unités. D'autres unités reçoivent ce qui reste. Cela ressemble à de la logique administrative, et c'en est une. Mais derrière cette logique se trouvent des chefs de compagnie qui doivent expliquer à leurs hommes pourquoi le matériel manque, et des commandants de bataillon qui planifient des exercices sans les moyens que le programme de formation présuppose. Le Dax se faisait plus rare sur les terrains d'entraînement. Le savoir sur son emploi s'amenuisait, et les soldats qui le connaissaient vieillissaient. Il y avait des officiers dans les unités de pionniers blindés qui abordaient cela en interne dans ces années. Pas publiquement, ce n'est pas la culture de la Bundeswehr, mais dans des rapports, dans des prises de position, dans les conversations qui se tiennent dans les salles de casino après les exercices. Ce que ces signalements sont devenus, jusqu'où ils ont remonté la hiérarchie et quelles réactions ils ont provoquées, c'est une question à laquelle il n'existe pas de réponse publique. Celui qui servait alors dans un bataillon de pionniers blindés et sait ce que contenaient ces rapports connaît peut-être la réponse. Les autres, non. Ce qui se laisse documenter, c'est le résultat. Lorsque Baker prit la direction de l'école des pionniers en 2021 et examina les inventaires, ce ne fut pas une surprise pour quelqu'un qui connaissait le système. C'était la confirmation d'une évolution qui s'était annoncée sur 2 décennies. Et 2021 n'était plus le moment des analyses. C'était le moment où l'Ukraine commençait à préparer sérieusement ses forces armées à une éventuelle attaque russe, et où la question des capacités de la Bundeswehr n'était plus abstraite. À Stettin am Kaltenmarkt, où l'école de neutralisation des engins de guerre de la troupe des pionniers a son siège, des pionniers ukrainiens étaient formés dans ces années. Baker lui-même l'a mentionné publiquement. Des instructeurs allemands travaillaient avec des hommes qui allaient bientôt combattre dans une guerre pour laquelle le Dax aurait été exactement le bon outil. Technique de génie lourd, construction de positions sous le feu, franchissement d'obstacles en contact direct avec l'ennemi. Ce que les soldats ukrainiens apprenaient en Allemagne, ils l'apprenaient sans cette machine. Ce dont ils avaient besoin en Ukraine manquait là aussi. C'est le point où 2 histoires se rejoignent. L'histoire d'une armée allemande qui démantela une capacité parce qu'elle ne la jugeait plus nécessaire, et l'histoire d'une guerre qui prouva que cette capacité était plus nécessaire que jamais. Baker se trouvait à cette intersection, non pas comme celui qui avait pris les décisions du début des années 2000, mais comme celui qui en gérait les conséquences et qui formait en même temps des hommes devant accomplir les mêmes missions dans une vraie guerre, sans le matériel qui avait été construit pour cela. Lituanie, 2024. La Bundeswehr est en train de constituer sa première brigade stationnée en permanence hors d'Allemagne depuis la fin de la guerre froide. Ce n'est pas un scénario d'exercice et ce n'est pas un signal politique. C'est une mission opérationnelle avec des exigences concrètes, des délais concrets
et des lacunes concrètes. L'une de ces lacunes se trouve dans le terrain. La Lituanie n'est pas un territoire plat et sans obstacles. Rivières, forêts, marécages. Le pays impose aux unités mécanisées des exigences qui auraient pu être tirées des manuels de la guerre froide. Celui qui veut déplacer une brigade blindée dans ce terrain, sécuriser des lignes de retraite ou ouvrir des axes d'avance, a besoin de forces du génie capables de franchir des cours d'eau, sous contrainte de temps, sous le feu, avec des machines capables de porter le poids des chars de combat modernes. Ce n'est écrit dans aucune nouvelle doctrine, c'était déjà écrit dans les anciennes. Ce que la brigade apporte en Lituanie en matière de technique du génie, c'est ce qui est disponible. Le Dax, en nombre réduit, avec une logistique reposant sur une famille de véhicules en fin de vie, avec des pièces détachées de plus en plus difficiles à trouver. Le Kodiak, qui devrait changer cela, n'est pas encore disponible en nombre suffisant. L'écart entre la mission et les moyens n'est à ce moment pas théorique, il est inscrit sur la carte. Baker parla publiquement de cet état de fait pendant son temps en tant que général der Pioniertruppe, dans des revues spécialisées, lors de conférences, dans des interviews. Il le fit dans le langage qu'utilise un officier en exercice, précis, factuel, sans dramatisation. Mais la substance était claire. La troupe des pionniers n'est pas mal positionnée, dit-il, mais pas suffisamment bien pour répondre pleinement aux futures exigences de performance. C'est une formulation qu'il faut lire 2 fois. Pas mal, mais pas suffisamment bien. Pour une armée qui vient de déployer une brigade sur le flanc est de l'OTAN, c'est une différence considérable. Ce que cette formulation signifie en pratique peut être illustré par un détail que connaissent les officiers pionniers. Le franchissement d'un obstacle aquatique défendu n'est pas une tâche pour une seule machine. Il nécessite l'emploi simultané de plusieurs systèmes, reconnaissance, sécurisation, construction de ponts ou exploitation de bacs, protection du point de passage. S'il manque des machines, il ne manque pas seulement de la capacité, il manque la possibilité d'effectuer le processus selon la doctrine. On peut alors improviser, mais l'improvisation sous le feu a son propre prix, et celui-ci ne se calcule pas dans les documents budgétaires. Les Alliés en Lituanie ont leur propre technique. Britanniques, Néerlandais, d'autres nations de la présence EFP apportent leurs propres moyens du génie. Cela comble partiellement la lacune, mais cela crée une dépendance qui n'est pas prévue dans la logique d'une brigade nationale. Un commandant de brigade qui dépend des forces du génie d'un autre pays pour sa liberté de mouvement ne commande sa brigade qu'avec une autonomie limitée. Ce n'est pas une critique des Alliés, c'est une description de la situation réelle. Dans les listes d'inventaire que Baker avait parcourues pour la première fois à l'automne 2021, tout cela était déjà contenu, en chiffres, en évaluation d'état, en prévision sur la durée d'utilisation restante du matériel disponible. Ce qui avait changé entre 2021 et 2024 n'était pas la situation elle-même. Ce qui avait changé, c'était le cadre. La Bundeswehr avait cessé de faire semblant que la défense territoriale était un exercice abstrait. Elle avait déployé une brigade en Lituanie, et ce faisant, elle avait transféré une lacune de capacité qui existait jusqu'alors dans des documents dans la réalité d'un espace opérationnel concret. Il y a dans la Bundeswehr des soldats qui servent aujourd'hui sur le Dax et savent que la machine sous eux a atteint la fin de sa durée d'utilisation. Les pièces détachées se font plus rares. Certains composants sont difficiles à se procurer parce que la base industrielle sur laquelle reposait la famille Léopard 1 a largement disparu au cours des dernières décennies. On peut exploiter une machine plus longtemps que prévu, la Bundeswehr l'a fait avec de nombreux systèmes. Mais à un moment donné, la limite est atteinte, au-delà de laquelle plus d'efforts entrent dans la conservation que dans l'opérabilité. Où se trouve exactement cette limite pour le Dax, ce sont les techniciens qui répondent, pas les politiciens. Le Kodiak viendra, cela n'est pas remis en question. C'est une machine techniquement convaincante, développée sur la base du Léopard 2, avec un équipement de protection moderne et une capacité de commandement. Ce qui est en question, c'est le délai. Et dans ce délai, entre la fin du Dax et la disponibilité complète du Kodiak, la Bundeswehr conduit une brigade dans un terrain qui exige précisément les capacités qui sont justement en transition. Baker transmit le commandement de l'école des pionniers en mars 2025. Il avait dirigé l'école pendant près de 4 ans, à travers la Zeitenwende, à travers le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, à travers la constitution de la brigade en Lituanie,
à travers les débats sur le Kodiak. Ce qu'il avait dit publiquement pendant cette période était factuel et documenté. Ce qu'il avait ordonné en interne n'est pas entièrement documenté. Ce qu'il laissa derrière lui est connu. Une troupe de pionniers en transition, avec une machine qui vieillit et une successeur qui attend. Ce que cela signifie pour les années à venir et ce que cela dit de la manière dont l'Allemagne gère ses capacités militaires, c'est ce dont traite la dernière partie. Bruxelles, 24 février 2024. 2 ans après le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, l'OTAN organise une cérémonie. Discours, caméras, engagement de solidarité entre alliés. Au même moment, des pionniers ukrainiens combattent sur plusieurs secteurs du front pour construire des positions, sécuriser des franchissements de rivières et surmonter des obstacles sous le feu direct, avec ce qui est disponible, pas avec ce qui serait prévu pour cela. Ce dont ils ont besoin, c'est exactement ce pourquoi le Dax avait été construit. Une technique lourde de génie blindé, capable de travailler au combat, pas seulement derrière. L'Ukraine n'en a pas assez. L'Allemagne n'en a pas assez. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une même façon de penser qui a produit la même décision dans 2 armées différentes. Les capacités spécialisées pour une guerre qu'on croyait impossible sont démantelées, jusqu'à ce que la guerre arrive. La Zeitenwende que le chancelier Scholz proclama en février 2022 était dans sa substance un aveu. Non seulement que l'Allemagne avait trop peu investi, cela était connu, mais que la logique selon laquelle on avait investi et désinvesti était fausse. Le fonds spécial de 100 milliards d'euros décidé la même année devait corriger cela. Et il le corrige, lentement, avec les retards qu'a toujours l'acquisition d'armement, avec les priorités qui doivent être fixées quand tout ne peut pas aller en même temps. Le Kodiak figure sur cette liste. Il sera acquis. Mais entre la décision et une machine opérationnelle dans les unités, il y a des années de développement, d'essais, d'homologation, de formation. Ces années ne peuvent pas s'acheter. On ne peut que les attendre. Et pendant qu'on attend, la Bundeswehr conduit sa brigade en Lituanie avec ce qui est disponible. Le brigadier général Christian Friedel prit le commandement de l'école des pionniers à Ingolstadt en août 2025, quelques mois après le départ de Becker. Il entra dans une situation que son prédécesseur avait décrite avec précision, une troupe en transition avec un système vieillissant et un successeur qui attend. Ce que Friedel en fera reste à voir. Les conditions structurelles, il ne les a pas héritées, il les a trouvées, comme Becker les avait trouvées, comme les officiers avant Becker les avaient trouvées. Chacun les a décrites, personne ne les a créées seul. Il y a des pionniers qui servent encore aujourd'hui sur le Dax. Ils en connaissent les particularités, où ils tirent, où ils ne tirent pas, comment ils se comportent quand le sol est mou et le moteur chaud. Ce savoir n'est pas entièrement consigné dans les manuels, il réside dans les mains des hommes qui le manœuvrent et il disparaît avec eux quand ils partent. Quand le Kodiak arrivera, une nouvelle génération de pionniers devra apprendre une nouvelle machine, depuis le début, sans l'expérience institutionnelle qui se construit sur des décennies. Ce n'est pas un problème insurmontable, mais c'est un problème qui coûte du temps. Et le temps est précisément ce que la situation sur le flanc est de l'OTAN n'offre pas en abondance. Ce que Becker laissa derrière lui après près de 4 ans en tant que général der Pioniertruppe est documenté. Des demandes pour le Kodiak, la désignation publique des lacunes de capacité, la formation de forces ukrainiennes, la préparation de la troupe à la défense nationale et collective. Ce qu'il ne laissa pas derrière lui, parce qu'il ne pouvait pas le laisser, c'est le temps qui fut consommé dans les années 2000. Les décisions d'alors ont créé un délai qu'aucune décision ultérieure ne peut regagner. On peut voter des crédits, on peut lancer des programmes, on peut réordonner les priorités, mais on ne peut pas décider que quelque chose est déjà terminé. Les rapports annuels du Wehrbeauftragter publiés ces dernières années décrivent la situation de la troupe des pionniers dans le langage sobre du contrôle parlementaire. Lacunes de capacité, problèmes matériels, déficit de formation. Les mots changent, la substance reste similaire. Ce n'est pas l'échec de personnes individuelles, c'est le reflet d'une décision institutionnelle prise il y a 20 ans et dont les conséquences doivent maintenant être gérées, dans un contexte de sécurité que personne de ceux qui apposaient alors leur signature n'avait imaginé. Dans le règlement de formation de l'école des pionniers,
figure encore ce que les pionniers allemands doivent savoir faire. Franchissement de cours d'eau, construction de positions, franchissement d'obstacles sous le feu. Les normes sont les mêmes que du temps de la guerre froide, adaptées, modernisées, mais dans leur logique fondamentale inchangée. Elles n'ont pas été supprimées quand le Dachs fut réduit. Elles n'ont pas été supprimées quand la Bundeswehr priorisa pendant 20 ans les missions extérieures. Elles figurent là comme la description d'une capacité dont les moyens sont justement en transition. La question n'est pas de savoir si la Bundeswehr retrouvera cette capacité. La question est de savoir ce qui se passe dans le délai où elle ne la possède pas pleinement, et si ce délai est suffisamment long pour jouer un rôle. Cette question n'a pas de réponse nette. Elle dépend de choses qui échappent à l'influence des inspecteurs généraux et des planificateurs de l'armement. Uwe Becker n'est plus général der Pioniertruppe depuis mars 2025. Il a accompli sa mission, dans le cadre qu'il a trouvé, avec les moyens qui étaient disponibles. Ce qu'il a dit sur le Dachs, le Kodiak et le vide entre les deux figure dans des procès-verbaux et des publications spécialisées. Ce n'est pas une mise en accusation, c'est un état des lieux. À Ingolstadt, sur l'esplanade de l'école des pionniers, se trouve encore un Dachs en exposition. Il est entretenu, soigné, représentatif. Les machines en service actif ont une autre apparence, plus vieille, plus sollicitée, avec la patine de décennies d'utilisation. Elles font leur travail. Jusqu'à quand ce ne sont pas les soldats qui en décident? Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Dans la prochaine vidéo, nous parlons d'un autre système que la Bundeswehr possédait autrefois, a abandonné et dont l'absence se fait sentir aujourd'hui sous une autre forme de dépendance.